Et si, en 7 minutes à peine, un village pouvait retrouver l'espoir et bouleverser la stratégie d'une grande puissance? Imaginez, au lieu de déployer des colonnes pendant des mois, quelques hommes, guidés seconde par l'œil d'un drone, frappent sans prévenir, avant même que l'ennemi ne comprenne ce qui arrive. Sous Ibrahim Traoré, l'Alliance des États du Sahel, ou AES, a transformé une image aérienne en victoire concrète, là où la lenteur signifiait hier l'échec. Cette transformation ne s'est pas produite du jour au lendemain. Elle est le fruit d'années d'observation, de tentatives, d'échecs et d'une volonté farouche de rompre avec la tradition. Ici, la liberté ne s'attend pas, elle s'arrache. Refuser de patienter, c'est accepter le risque, mais aussi offrir à ceux qui vivent sous la menace une chance de reprendre le contrôle de leur vie. En 7 minutes, un petit groupe, armé par le renseignement, a démantelé un système entier de taxes et de peurs. Les collecteurs illégaux ont perdu, en quelques instants, leur argent, leurs outils et surtout leur emprise psychologique sur la population. Songez par exemple à ce chef de village qui, depuis des années, était contraint de verser une part de sa maigre récolte à des hommes de l'ombre. En une seule opération, ce cycle d'humiliation a été brisé. L'enjeu dépasse largement un village isolé. Ce mode d'action pose une question urgente. Pourquoi investir des fortunes et immobiliser des troupes pendant des mois quand une opération rapide, précise et guidée en temps réel peut obtenir davantage pour un coût bien moindre? Fini les déploiements interminables, fini le gaspillage, fini les prétextes pour justifier une présence occidentale incapable de s'adapter à la vitesse du terrain. Cette évolution rappelle, par certains aspects, la transition de la cavalerie lourde à la cavalerie légère pendant les guerres napoléoniennes, où la mobilité et la surprise prenaient le pas sur la force brute. Pour les grandes puissances, rater ce virage stratégique, c'est s'accrocher à un modèle dépassé, brûler temps et argent et perdre l'initiative face à des acteurs plus agiles. Ce ne sont plus les kilomètres, mais bien les secondes, qui séparent, aujourd'hui, la peur de l'espoir. Autrefois, on pensait que tenir un territoire suffisait. Désormais, il faut tenir le temps, car chaque minute attendue est une minute offerte à l'ennemi. Alors comment 7 minutes peuvent-elles battre 7 mois et renverser toutes nos certitudes sur la guerre, la sécurité et la puissance? Pour comprendre, il faut d'abord plonger dans le Sahel et saisir les racines profondes de cette révolution silencieuse. Prenons un exemple historique. Pendant la guerre du Vietnam, les États-Unis misaient sur le contrôle du terrain, tandis que le Viet Cong jouait sur la mobilité et la connaissance parfaite du terrain, frappant vite, disparaissant d'aussitôt. Au cœur du Sahel, la guerre évolue à une vitesse inédite. Mais pourquoi ce changement de rythme et quelles en sont les conséquences pour les populations et les puissances étrangères? Pourquoi les anciennes méthodes échouent-elles inlassablement dans le Sahel? Parce que, ici, le temps n'est pas seulement une donnée. Il est une arme, un juge impitoyable. Dans ces immensités, chaque minute perdue est une victoire pour l'ennemi. Les armées lentes, prisonnières de convois massifs et d'itinéraires prévisibles, arrivent toujours après la tempête. Les groupes armés, eux, ne patientent pas. Ils frappent, disparaissent et renaissent ailleurs, insaisissables. Ce fut le cas des Touaregs qui, par le passé, ont su exploiter la rapidité de leurs mouvements à dos de chameau pour surprendre les colonnes françaises. Pourtant, le décor, pistes de poussière, villages dispersés, frontières poreuses, n'est qu'une partie du piège. Ce qui rend la guerre si difficile, c'est un système invisible qui orchestre tout. Des collecteurs de taxes filant à moto, des messagers dissimulant de l'essence, des fixeurs qui connaissent chaque sentier et des rumeurs qui précèdent toujours les convois. Un réseau de l'ombre qui exploite chaque hésitation, chaque lenteur pour survivre et prospérer. Imaginez un villageois qui, chaque matin, découvre que les prix du marché ont changé parce qu'un collecteur est passé pendant la nuit. Aucun soldat n'a pu l'arrêter, car l'information n'est arrivée qu'après son départ. Face à cette guerre liquide, l'Alliance des États du Sahel, menée par Ibrahim Traoré, a compris qu'il fallait changer de paradigme. Il ne s'agit plus de contrôler l'espace, mais de dominer le temps. Leur doctrine nouvelle, privilégier la vitesse, l'autonomie, l'agilité. Fini les bases géantes et les déploiements laborieux. Place à des unités réduites, mobiles, capables d'agir avant que l'ennemi ne disparaisse dans la poussière. Cette philosophie s'inspire des commandos britanniques de la Seconde Guerre mondiale qui opéraient en petits groupes derrière les lignes ennemies, frappant là où on les attendait le moins. Le renseignement aussi change de nature. Il n'est plus un dossier poussiéreux qu'on consulte trop tard, mais une arme décisive branchée sur le rythme du terrain. Les informations circulent en temps réel, orientent chaque mouvement, font de chaque minute un piège tendu.
Dans ce contexte, un informateur local peut prévenir une équipe d'intervention à temps pour empêcher le passage d'un convoi d'armes, là où jadis l'alerte arrivait trop tard. L'objectif est clair, briser le tissu du système insurgé, couper les flux d'argent, priver les réseaux de carburant, désorganiser la logistique clandestine. Quand une opération fulgurante coupe en quelques minutes l'alimentation en essence, l'accès aux communications ou les routes de l'argent, c'est la peur qui change de camp. Les villages voient moins de collecteurs nocturnes, les marchés respirent, la population ose relever la tête. Non pas parce que l'État est partout, mais parce que l'ennemi, lui, ne l'est plus nulle part. Le risque est immense. S'accrocher à la lourdeur du passé, c'est laisser les réseaux criminels étendre leur empire dans chaque faille du système. Plus l'État attend, plus l'ennemi s'enracine, et plus la population s'éloigne, résignée ou terrorisée. Ce fut le cas dans certaines régions du Nigeria, où Boko Haram a su prospérer dans les interstices laissés par la lenteur administrative et militaire. Mais comment ce tournant stratégique s'incarne-t-il sur le terrain, face à un adversaire fantôme ? Tout se joue dans la rapidité, l'intelligence et le courage de petites équipes plongées au cœur de l'incertitude. Prenons l'exemple d'une patrouille dans la zone de Mopti, au Mali, informée d'un passage imminent de collecteurs, elle intervient en moins de 10 minutes, saisit l'argent et l'essence, puis disparaît avant que renforts ennemis n'arrivent. Cette agilité sauve non seulement des vies, mais redonne confiance à la population. À travers l'histoire d'une unité d'intervention, nous allons découvrir comment cette nouvelle doctrine bouleverse la vie quotidienne et l'équilibre des forces. Chaque mission devient un test, où tout peut basculer en quelques instants. Ce sont des hommes et des femmes ordinaires, souvent issus des communautés locales, qui s'engagent dans ces opérations à haut risque. Une caméra, 6 soldats et moins de 10 minutes. Dans le Sahel, le temps est devenu l'arme la plus tranchante. Ici, la guerre ne se gagne plus à la force du nombre, mais à la vitesse de la décision. Chaque seconde économisée peut faire basculer le rapport de force. L'histoire de la prise de Copilogo en est une illustration frappante. À Copilogo, tout commence par un drone qui scrute les pistes rouges et les buissons desséchés. Il détecte des collecteurs, ces hommes qui rançonnent, imposent la peur et siphonnent à la vie des routes. Dès que la position est transmise, une unité légère démarre sans attendre. Les soldats foncent, portières claquées, moteurs rugissants, avant que la moindre alerte ne soit donnée côté ennemi. Cette rapidité d'action rappelle les Blitzkriegs de la Seconde Guerre mondiale, où l'effet de surprise était total. Sur place, tout doit aller plus vite que la peur. Pas de siège, pas d'échange nourri. En moins de 10 minutes, les armes sont saisies, les munitions récupérées, les motos immobilisées. Surtout, les carnets et listes de taxes sont mis sous scellé. Ce n'est pas une simple arrestation. C'est l'étouffement immédiat de la logistique ennemie. Plus d'argent, plus de carburant, plus de relais pour coordonner les raquettes. Cette méthode rappelle l'approche israélienne lors de la lutte contre les réseaux d'attentats dans les années 80, où la neutralisation des réseaux de financement était cruciale. La différence est palpable. Dans les villages, les barrages sautent, les routes redeviennent praticables, les marchés reprennent vie. Les commerçants, les agriculteurs redécouvrent la liberté de circuler, d'échanger, de s'installer où ils veulent, sans la menace d'une taxe nocturne ou l'ombre d'un fusil. Un producteur de mil peut désormais écouler sa récolte au marché voisin sans craindre d'être délesté de ses gains sur la route du retour. Tout repose sur une boucle d'action ultra courte. Repérer, décider, agir, disparaître. Chaque minute gagnée fragilise l'adversaire. Il ne sait plus où frapper ni comment se protéger. Le doute s'infiltre dans ses rangs. L'État, lui, regagne du terrain, pas en montrant ses muscles, mais en imposant le doute et la surprise. C'est la même dynamique que celle observée lors des opérations de contre-insurrection britanniques en Malaisie, où la surprise et la rapidité ont permis de démanteler des cellules entières de guérilla. La doctrine du tempo bouleverse les codes. L'essentiel n'est plus de tenir le terrain, mais de pouvoir agir plus vite que la menace ne se reconstitue. Chaque hésitation, chaque minute perdue, c'est une opportunité pour l'ennemi de renaître, de se réorganiser, de réimposer la terreur. L'exemple des forces spéciales américaines en Irak, capables d'intervenir en moins de 30 minutes après réception d'un renseignement, illustre bien cette bascule stratégique. Dès que le tempo ralentit, les vieux démons ressurgissent. Les collecteurs réapparaissent, les barrages refleurissent, l'économie s'asphyxie. La vitesse n'est plus un luxe, elle devient la condition même de la sécurité durable. Il suffit d'un retard de quelques heures pour que les réseaux criminels reprennent le contrôle de la route. Mais cette accélération permanente dévoile aussi ses failles. Peut-on tenir ce rythme sans craquer ? Quel danger guette derrière cette obsession du temps ?
Pour comprendre les limites de cette méthode, il faut plonger dans ce que cette guerre ultra rapide exige des soldats, de la population et des chefs. Jusqu'où peut-on pousser la machine avant qu'elle ne s'emballe ? Des exemples passés, comme la guerre d'Algérie, montrent que la pression du tempo peut conduire à des erreurs, voire à des bavures désastreuses pour la légitimité de l'État. La vitesse remporte la bataille, mais peut-elle vraiment garantir la paix ? C'est ici que le doute s'infiltre. Chaque seconde gagnée sur le terrain impose un prix, visible ou caché. Il faut se rappeler que la victoire militaire n'est qu'une étape. La paix, elle, demande persévérance et stabilité. Pour maintenir ce rythme effréné, il faut bien plus que du courage. Il faut des ressources colossales, des drones toujours opérationnels, des équipes d'entretien actives jour et nuit, des soldats parfaitement formés, des rotations constantes pour éviter l'épuisement. Sans cette mobilisation continue, le moteur s'essouffle, l'élan se brise brutalement. Un général français disait « La logistique, c'est l'art de faire arriver l'impossible à temps ». Mais accélérer comporte un coût moral. Lorsque le renseignement fuse, l'erreur devient inévitable. Une dénonciation calomnieuse, une frappe mal ciblée, et la suspicion s'installe dans chaque village. Pris dans la tornade de la guerre rapide, les habitants deviennent aussi exposés que les insurgés. L'affaire du faux informateur à Gao, qui a conduit à l'arrestation de plusieurs innocents, demeure dans toutes les mémoires. Les adversaires, eux, ne restent pas immobiles. Face à la pression, ils adaptent leurs techniques. Ils abandonnent les motos pour des vélos silencieux, se dispersent en microcellules invisibles, cachent leur argent dans la poche d'un passant, se fondent parmi les civils. Plus la force accélère, plus la frontière entre l'ennemi et l'innocent s'efface et le risque de bavure grandit. Cette adaptation rappelle celle des talibans en Afghanistan qui, sous la pression des frappes américaines, ont fragmenté leur réseau et multiplié les caches dans les villages. La doctrine du tempo a ses limites. Sans vérification rigoureuse, la confiance de la population s'effondre. Il suffit d'une erreur ou d'une injustice pour que la rapidité devienne poison, transformant la victoire tactique en défaite stratégique. Dans l'histoire, bien des mouvements ont perdu l'appui populaire pour avoir confondu vitesse et précipitation. Ce rythme effréné exige un investissement permanent. Chaque pièce de rechange, chaque soldat déployé, chaque informateur rémunéré pèse lourd sur le budget public. Une vigilance de chaque instant est nécessaire pour contrer la fatigue, la lassitude et prévenir la moindre faille. Sans une gestion rigoureuse des ressources humaines et matérielles, le système s'essouffle. Mais le défi majeur est ailleurs. Si la victoire militaire peut être fulgurante, la paix, elle, réclame du temps. Il faut imposer la rapidité aussi dans la gouvernance. Tribunaux accessibles, marchés protégés, routes sûres. Sinon, le vide créé par la force sera vite comblé par l'ennemi et l'État perdra l'avantage durement acquis. Ce fut le cas en Centrafrique, où l'absence de l'État après des opérations militaires a permis aux bandits de reprendre la main. Car la vitesse sans contrôle détruit la confiance, multiplie les erreurs et épuise les ressources. Tout le système finit par vaciller. La vraie victoire ne se compte pas en minutes gagnées, mais dans la capacité à transformer cet avantage en changement durable pour la population, sans sacrifier ni l'éthique ni la stabilité. L'exemple du Rwanda, où la reconstruction post-conflit s'est appuyée sur une administration rapide et des services publics efficaces, montre ce qu'un tempo maîtrisé peut offrir. Mais cette révolution du tempo ne concerne pas seulement le champ de bataille. Pour les gouvernements, le vrai test commence après la victoire militaire. Comment traduire la rapidité en sécurité durable, en économie maîtrisée et en influence retrouvée ? La victoire véritable s'observe quand la vie ordinaire revient plus vite que la peur. Avant même que la terreur ne s'installe, le quotidien reprend ses droits, effaçant les traces de l'exceptionnel. Ici, ce n'est pas ce qui apparaît qui compte, mais ce qui disparaît. La peur, les barrages, la taxe nocturne, le silence pesant sur les marchés du Sahel. Regardons Awa. Veuve dans un village isolé, elle devait autrefois payer une taxe chaque nuit pour que ses enfants dorment sans crainte. Depuis la dernière opération, cette taxe a disparu. Les marchés rouvrent, les étals se garnissent dès l'aube, et les enfants d'Awa rentrent avant la nuit, sans crainte ni escorte. Ce n'est pas la présence des soldats qui rassure, mais l'absence des racketteurs et des barrages sur les pistes. Cet exemple, inspiré de nombreux témoignages recueillis sur le terrain, illustre la portée concrète de la stratégie du tempo. La réussite se lie dans ce vide, moins de postes de contrôle sauvages, moins de dettes imposées par la force. La stabilité se mesure à la liberté retrouvée sur les routes, à la parole libérée autour des puits, à la confiance qui renaît entre voisins. Chaque minute arrachée à la peur devient une heure regagnée pour la société civile.
La vie reprend son cours et avec elle, l'économie prospère à nouveau. Mais cette transformation n'est pas un hasard. Elle repose sur une méthode précise: détecter, décider, frapper, se retirer, puis vérifier. Si la boucle d'action va trop vite, l'erreur guette. Trop lente, elle laisse l'ennemi s'adapter. C'est l'équilibre entre vigilance et sang-froid qui change tout. Transparence, discipline, capacité à reconnaître et corriger ses fautes. Voilà ce qui construit la confiance de la communauté, sans laquelle rien ne tient dans la durée. Les opérations de maintien de la paix en Côte d'Ivoire ont démontré l'importance de cette rigueur. La technologie, drone, cartographie instantanée, communication sécurisée, reste un outil. Elle doit servir le jugement humain, jamais le remplacer. Ce sont les décisions prises à hauteur d'homme, pas l'automatisme, qui garantissent la légitimité et la justice. Un algorithme ne remplacera jamais l'intuition d'un chef de terrain qui connaît les réalités locales. À l'échelle internationale, l'aide la plus efficace ne vient plus des colonnes blindées ni des bases massives. Ce qui compte désormais, c'est le partage d'informations, la formation des équipes locales, la protection des réseaux civils et le soutien à la gouvernance. Moins d'empreintes étrangères, plus de capacité locale à réagir rapidement et à transformer chaque victoire fugace en stabilité réelle. Les missions de formation de l'Union européenne au Mali, qui privilégient l'autonomie des forces locales, en sont un bon exemple. Mais le vrai danger, c'est que l'État ne transforme pas cette avance en service concret. Si la population ne constate pas de changement, eau accessible, écoles ouvertes, justice présente, elle perd espoir. L'ennemi n'attend que cela pour revenir, plus masqué, plus enraciné. Un villageois disait « Ce n'est pas le fusil qui me rassure, c'est le puits qui coule et l'instituteur qui revient ». Tout l'enjeu désormais, faire de chaque minute gagnée sur la peur une heure utile pour la vie, pour l'économie, pour la confiance retrouvée dans l'avenir du Sahel. Cela passe par des mesures concrètes: réhabilitation des routes, ouverture de centres de santé, soutien à l'agriculture. Chaque action compte. Mais derrière ces victoires fragiles, une question demeure. Comment éviter que ce retour à la normale ne soit qu'une parenthèse? Qui demain tiendra la ligne lorsque les soldats s'en seront partis? Et si la vraie révolution, c'était de rendre le temps volé aux populations? Ici, dans le Sahel, la guerre ne se mesure plus en kilomètres, mais en minutes. Celui qui impose son rythme bouleverse l'ordre établi, déroute ceux qui terrorisent les villages depuis des années et force chacun à revoir ses certitudes. Ce principe, on le retrouve dans la doctrine militaire moderne, la guerre hybride où le temps et l'information comptent plus que la masse. Désormais, de petites équipes mobiles, armées d'informations en temps réel, frappent vite et juste. Elles n'attendent plus, elles agissent. Ce modèle casse les anciennes routines, finit les longs convois, les bases tentaculaires et l'attente stérile. À la place, des actions précises sapent petit à petit les réseaux criminels. Chaque minute gagnée, c'est une nuit de répit pour les familles, un souffle d'espoir pour les communautés. C'est aussi un modèle qui inspire d'autres régions du monde, comme le nord du Mozambique, où les forces locales s'organisent pour agir plus vite que les insurgés. Mais ce changement va bien au-delà du militaire. Il interroge notre conception même de l'influence. Est-il plus utile de hisser des drapeaux ou de libérer l'agenda des populations? Les opérations éclairs coûtent moins cher, exposent moins de soldats et surprennent les adversaires qui perdent toute capacité d'anticipation. Les investisseurs, les États et les citoyens voient leur argent produire des résultats concrets et la sécurité progresse à une vitesse inédite. Les bailleurs internationaux, autrefois réticents, commencent à s'intéresser à ce modèle pour sa rentabilité et son efficacité. Le risque pourtant est grand. Si nous refusons d'accélérer, d'autres imposeront leur propre tempo. Le vrai enjeu n'est plus seulement le contrôle du territoire, mais celui de l'horloge. Rater cette transition, c'est abandonner le sort des populations à des intérêts extérieurs, perdre l'initiative et condamner des régions entières à revivre les mêmes cauchemars, année après année. Les exemples de la Somalie ou de la Libye montrent combien l'absence de tempo maîtrisé conduit au chaos. Aujourd'hui, il faut choisir, laisser filer le temps ou le reprendre en main. Repenser l'influence, c'est se demander qui décide du rythme, qui profite de chaque minute gagnée ou perdue. Peut-être que la vraie puissance, ce n'est pas d'occuper l'espace, mais de libérer le temps. Les grandes puissances, à l'avenir, devront s'adapter à cette nouvelle donne, sous peine d'être marginalisées. Il vous revient de décider. Rester spectateur d'un basculement silencieux ou devenir acteur d'un nouvel élan pour la région et ses habitants. Car une minute de courage peut faire reculer 1000 jours de peur. En redonnant le temps au centre, on peut transformer durablement la vie dans le Sahel.
Alors, que faire concrètement pour soutenir cette révolution du tempo? Voici quelques pistes d'action. Premièrement, investir dans la formation des acteurs locaux au renseignement et à la prise de décision rapide. Cela implique des ateliers réguliers, des simulations d'intervention et le partage d'expériences avec d'autres régions qui ont réussi à reprendre le contrôle du temps. Deuxièmement, renforcer les infrastructures de communication pour assurer la transmission instantanée de l'information. Un réseau radio fiable, une couverture mobile adaptée sont autant d'outils indispensables pour maintenir l'avantage du tempo. Troisièmement, développer des partenariats entre forces de sécurité, sociétés civiles et autorités locales. L'objectif: créer des cellules mixtes capables d'identifier et de traiter les menaces en quelques minutes et non en plusieurs jours. Quatrièmement, soutenir l'innovation technologique locale. Drones adaptés aux conditions du Sahel, systèmes de surveillance solaire, applications mobiles de signalement. Cette approche bottom-up assure une adaptation aux besoins réels du terrain. Cinquièmement, instaurer un suivi citoyen des opérations pour éviter les dérives. Comités villageois, audits participatifs, plateformes de remontée des incidents. La confiance se construit sur la transparence et la redevabilité. Enfin, accompagner la reconstruction après chaque victoire rapide. Ouvrir des marchés, réparer les écoles, activer les tribunaux de proximité. C'est ainsi que le temps gagné devient temps utile, et non simple intervalle entre deux crises. En définitive, la révolution du tempo dans le Sahel n'est pas qu'une affaire de militaires. C'est un projet de société où chaque acteur, soldat, paysan, commerçant, fonctionnaire, a un rôle à jouer. La victoire se construit dans l'alliance des secondes arrachées à la peur et des heures offertes à la vie normale. La question reste ouverte, mais la réponse dépend de chacun. Accepterons-nous de rester les otages d'un temps subi ou choisirons-nous de devenir les maîtres d'un temps libéré? C'est là, dans cette capacité à transformer chaque minute gagnée en espoir durable, que se joue l'avenir du Sahel.